Bonsoir, au sommaire, le meilleur de clics avec Anne Sinclair, Jamel Debbouze, Soprano, Éric Dupond-Moretti, Kerry James, mais aussi Migraine de Roman Frécinet et les points sur les i avec Clément Viktorovitch. Jimo, ouais. On regarde? Bah c'est parti. Allez. Bonsoir Éric Dupond-Moretti, vous êtes rentré sur un morceau classique du groupe Assassin avec une rime, une punchline comme on dit un peu provoque. La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Je connais, oui. Vous connaissez? Oui. Ça vous parle? Ben, je connais. Éric Dupond-Moretti, si j'ai un problème, je vous appelle. Éric Dupond-Moretti, vous publiez Ma liberté, en collaboration avec Denis Lafay et Pascal Lemaître. De quoi parle ce livre? De ma liberté, mais surtout de notre liberté. Je pense qu'elle est en train de se perdre et qu'on s'en rend pas toujours compte. Et c'est important de redire un certain nombre de choses. On vit dans une époque hyper moralisatrice qui exige la transparence, voire la transpercence. Le secret devient très très inquiétant pour certains, hein, suspect. Les réseaux sociaux, enfin un tas de choses. Et les chaînes d'information en continu. Et naturellement les chaînes d'information continuent. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elles respectent de moins en moins, par exemple, la présomption d'innocence. Vous savez, les procès organisés sur les chaînes d'infos continuent, avec l'ancien président de cour d'assises, d'anciens flics qui n'ont pas vu le dossier, des avocats qui assurent un contradictoire d'opérette mais qui n'ont pas vu non plus le dossier, et le psychiatre qui diagnostique l'état mental du type qu'il n'a jamais rencontré. Je trouve que c'est indécent, ça. Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce qui vous fait accepter ou refuser une affaire? On vous dit tout le temps qu'est-ce qui vous fait accepter, mais qu'est-ce qui vous fait refuser une affaire? Je ne veux pas défendre des causes. Bon. Quand je défends Mera, je ne veux surtout pas défendre l'islamisme radical. Donc je ne veux pas défendre des causes, je veux défendre des hommes en revanche. Et c'est très curieux qu'on me pose cette question parce qu'elle sous-entend et elle sous-tend d'autres choses. Au fond, si je défends un homme que l'opinion publique considère comme un innocent, je suis un brave type. Et si je défends un homme que l'opinion publique considère comme un salaud, je suis un salaud. Contaminé, porteur sain du virus, mais contaminé quand même. Donc moi, mon métier, c'est de défendre les gens. Vous êtes ici parce que vous jouez les Plaidoiries, qui rencontrent un véritable succès au Théâtre Libre jusqu'au 2 décembre à Paris, puis en tournée dans toute la France jusqu'en mai 2020 avec près de 114 représentations. C'est énorme. Émilie, vous êtes allée voir la pièce hier soir? Oui, exactement. Et c'est des plaidoiries qui ne sont pas choisies au hasard. Vous entrez en matière avec un fait divers qui a hanté les esprits. C'est l'affaire Véronique Courgeot, dite des bébés congelés. Puis on découvre avec effroi la plaidoirie rappelant les agissements de Maurice Papon, qui a été condamné pour crime contre l'humanité. Il fera moins de prison que Véronique Courgeot, ce qui remet un peu les choses en perspective. Ces plaidoiries, en fait, c'est notre mémoire collective. On y reparle de l'un des derniers condamnés à mort français, Christian Ranucci, de Ziad Ebouna, qui était mort en 2005 à Clichy-sous-Bois, ce qui avait déclenché les émeutes qu'on connaît. À la fin, vous clôturez par une plaidoirie qui est très célèbre pour le droit à l'avortement et qui a provoqué une vive émotion dans la salle. En fait, ces mots-là, c'est des mots très importants. C'est les mots de Maître Leclerc, Zawi, Lombard, Mignard et Halimi. C'est des hommes et des femmes, en fait, dont l'éloquence a vraiment changé le cours de l'histoire. Comment est-ce que vous avez choisi ces plaidoiries? Est-ce qu'elles les sujets vous ont touché personnellement? Personnellement, et aussi parce que on pense que c'est assez représentatif des grands sujets de société, en tout cas que la société a traversé ces dernières 50 années, quoi. Et on voulait que le spectacle parle un peu à tout le monde. Vous avez défendu Théo Louaka, victime d'une interpellation policière oui. qui a dégénéré à Aulnay-sous-Bois en février 2017. Pour la première fois, une expertise médicale remise à la juge d'instruction le 21 août établit que Théo souffrira d'une infirmité permanente. Oui. On l'avait reçu sur ce plateau il y a un an. Je me souviens très bien. Voilà. Oui. Ça, on est où? Ça n'a pas bougé d'1 millimètre. On attend que l'instruction se termine. Comment il va? Comme un type qui a été molesté et qui a reçu une matraque près de l'anus qui lui a éclaté l'intestin. Voilà. Et qui restera handicapé à vie. Voilà comment il va. Comment est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous vivez l'instrumentalisation de cette affaire politiquement? Oh, pour moi, c'est des scories. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer à l'audience. Ziad Benna, 17 ans, Bouna Traoré, 15 ans, sont morts électrocutés il y a 14 ans, le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, après que la police les ait poursuivis. Ils symbolisent les nombreuses violences policières mortelles qui frappent les jeunes. On vous écoute, Richard Berry. Faut rappeler juste un petit peu le contexte, c'est-à-dire que
ils rentraient chez eux après avoir joué au football, hein, parce que c'était un soir de Ramadan, il fallait se dépêcher pour la rupture du jeûne, leurs parents les attendaient. Alors pour aller plus vite, ils passent par un chantier en construction et à cet instant, un riverain prévient la police car il craint que les jeunes ne tentent de dérober des outils dans une baraque du chantier. L'enquête prouvera qu'il n'en est rien. Mais bon, le brigadier, qu'on appellera le brigadier G, est sûr, il n'y a aucun doute sur la certitude qu'a le brigadier G d'avoir vu les adolescents pénétrer sur le site. La meilleure preuve, c'est qu'il demandait du renfort, pensant qu'il pourrait ressortir du site. Et autre élément accablant, le 27 octobre 2005, à 17h35, le brigadier G déclare à nouveau dans ses messages radio, en même temps, s'ils rentrent sur le site EDF, je donne pas cher de leur peau. Cette phrase est terrible et accablante. Elle témoigne de la conscience aiguë du danger mortel couru par les adolescents et de la désinvolture coupable avec laquelle le mis en examen y répond. Cette phrase aurait dû conduire un honnête homme et un fonctionnaire de police conscient de sa mission déontologique à tout faire pour prévenir du danger. Et peut-être même à hurler jusqu'à s'en rompre les cordes vocales. Ici, rien. Si ce n'est un constat cynique et une surveillance silencieuse et sournoise au portail du site électrique alors qu'il aurait fallu, une fois encore, hurler et mettre en garde. La véritable question est dans quel but? S'agissait-il de tenter de les apercevoir pour les mettre en garde ou de déceler leur présence pour les interpeller? Dans la première hypothèse, les policiers auraient dû signaler leur présence, rassurer sur leurs intentions et mettre en garde. Dans la seconde hypothèse, il fallait faire le moins de bruit possible pour les interpeller. C'est le choix qui sera fait par le brigadier G. Un choix tout à fait conforme à son état d'esprit. On rappellera que, sans faire le moins de bruit possible, il se rendra en 1 minute et 35 secondes, c'est-à-dire très rapidement et directement au portail du site électrique. Et ainsi de suite. Bravo. Vous serez en scène dans Éric Dupond-Moretti à la Barre du 3 au 7 avril 2020 à la salle Playel. On a l'impression que votre liberté, c'est également d'aller sur scène, faire des choses pour être hors de l'espace, ne pas avoir les chaînes info et les micros tendus. Ben, vous savez, quand on plaide, on dit un certain nombre de choses sur l'époque, mais enfin, c'est pas l'objet. On a un dossier, si j'ose dire, un dossier à défendre. Donc on est dans ce cadre-là. Là, c'est évidemment beaucoup plus large. Je me suis rendu compte à quel point, après le terrorisme qui nous a affectés, qui nous a endeuillés, qui nous a fait du mal, on s'était d'une certaine façon replié sur soi et on acceptait une perte de liberté qui me dérangeait, j'ai voulu le dire. Tout le monde ici se souvient où nous étions le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Question très simple, tout le monde dit que la France a basculé ce jour-là. Qu'est-ce que est devenue la France après cet attentat? Après le 13 novembre, moi j'ai vu des choses qui m'ont ulcéré. Quoi? Qu'on avait commencé à dire qu'on allait interner tous les fichiers S, ça m'a ulcéré, je n'en suis pas privé de le dire. On était exactement dans ce qu'ils voulaient. Sans faire de tri, on met tout le monde dans des cages, voilà. Hein, vous voyez, sans système judiciaire, sans garantie, sans rien. Après, on peut parler de la justice japonaise, mais grosso modo, on aurait été à peine mieux. Hein. Voilà, donc ce genre de mesure est proposé et vous l'aurez à nouveau. S'il y a un massacre en France du style 13 novembre ou 7 janvier, vous aurez à nouveau des gens qui viendront vous dire qu'il faut bafouer tous nos droits, il faut bafouer les droits, les libertés individuelles, etc. Il faut faire le jeu des terroristes. Il faut faire attention à ça. Ok, barbe avec moustache chelou, ça, ok. Hein? Serre-moi la main pour voir. Qu'est-ce que tu fais, Fadi? Ah bon? Ah bon? Ok, refus de serrer la main, c'est pas bon, c'est une ça. Bon, c'est quoi le truc bizarre que tu me fais depuis tout à l'heure? Arrête de paniquer. L'université de Cergy-Pontoise a mis en place une liste pour déceler les signes de radicalisation. Donc je fais un check-up rapide parce que je tiens à ma sécurité. Donc regarde par exemple, là si t'as une barbe sans moustache, t'es suspect. Genre Florent Pagny, il a une barbe qui part à droite, il se radicalise à droite, le poteau là. Liberté de penser. Regarde, ils disent aussi que si tu t'isoles, apparemment, c'est que t'as peut-être envie de tuer quelqu'un. Quoi? Non mais là ils abusent de ouf, frère. Moi si je m'isole, c'est parce que j'aime bien être seul et manger des bonbons en scred. Ne parle plus, ne participe plus à un groupe d'amis. Bah je suis encore sur plein de groupes sur WhatsApp. Hein. Et puis ce soir je suis avec Hugo tout à l'heure. Non. Ah bah si. Refus de l'autorité d'une femme, c'est pas bon ça mon gars. T'es sûr? Vas-y, je note. L'arrêt de consommation de boissons alcoolisées, c'est suspect. J'ai jamais bu de ma vie.
En plus, tu bois pas, ça c'est suspect, mon gars. C'est quoi cette fac bizarre? C'est-à-dire, pour entrer dans cette fac, il faut être bourré et être avec des potes? C'est une boîte? Ok. Il y a de la meuf ou pas? Les institutions. C'est bon, arrête. Et tu fais quoi? Oh là 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 là! Qu'est-ce qui t'arrive là? Et voilà, moi j'ai rien à me reprocher, Fadi. Voilà! Oh oh! Ah, autre truc suspect, et franchement, ça je valide. Ça, Quoi? le port de pantalons à mi-mollet. Les gens qui portent des pantacourts en 2019, Gaspard Koenig, votre essai parle de la liberté, la fin de l'individu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste comme liberté individuelle? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse encore se considérer comme libre? On est une société, je pense, où les lois sont quand même de plus en plus libérales. C'est-à-dire qu'on a fait passer, je ne sais pas, le mariage homosexuel, la PMA, enfin les mœurs sont de plus en plus individuelles. Les gens choisissent de plus en plus leurs propres valeurs. On n'est pas obligé d'adhérer à un grand modèle d'État-nation, on ne fait plus la guerre pour son pays. Enfin, on n'a plus une religion unique et homogène, donc on a quand même une espèce de diversité de choix qui est très forte. Mais précisément, je pense qu'il ne faudrait pas perdre ça, qui est plutôt globalement un progrès, en étouffant cette belle diversité sous une manière de plus en plus normative de se comporter en société, où tout le monde doit se comporter un peu de la même manière, il faut faire attention de ne pas trop choquer, où la liberté d'expression est quand même de plus en plus menacée, que plus on réprime les gens, moins on leur permet de parler, plus le contenu de ce qu'ils ont à dire se répand d'une manière qui ne peut même pas être discutée ou réfutée parce qu'on l'interdit. Mais il y a aussi le sujet de la libération de la parole. Aujourd'hui, on voit la libération d'une parole islamophobe. Oui, mais c'est normal. J'ai l'impression qu'on est en train de lâcher les monstres, en fait. Oui, mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est normal qu'elles existent, ces paroles. Il ne faut pas les interdire. C'est très simple d'inviter des islamophobes, des homophobes en plateau et de les réfuter. C'est quand même pas très compliqué de réfuter ce genre de discours. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on croit si peu à la rationalité humaine qu'on préfère interdire ce genre de propos plutôt que simplement... avec Éric Zemmour sur CNews? Mais moi, je serais au contraire ravi, je suis ravi de débattre avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. C'est quoi l'intérêt de débattre avec des gens avec qui je suis globalement d'accord, avec qui on partage globalement les mêmes valeurs? Une fois, j'avais été invité par une chaîne de télé d'extrême droite. C'est la droite de Marine Le Pen. Hein. D'ailleurs, c'est même pas de la télé. Il faut le faire, quand même. Voilà, oui. Ouais. Mais c'est intéressant, parce que, en fait, j'ai entendu des arguments que j'entends jamais dans le débat public. Or, il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, ces arguments. C'est des vrais arguments racialistes. Et au fond, il y a une formule de John Stuart Mill que j'aime beaucoup qui dit « Quand la vérité n'est plus réfutée, elle devient un dogme mort ». C'est-à-dire que non seulement il faut pouvoir tout dire, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être la vérité qui traîne quelque part, mais aussi, à force d'interdire certains propos, eh bien, les propos justes vous semblent juste répétitifs et sont vidés de leur signification. Alors, il faut toujours ramener l'ennemi. Il y a une nouveauté en 2019, ça monte depuis quelques années, c'est l'invitation constante d'éditorialistes, de polémistes, qui sont des caisses de résonance de la fachosphère. On l'a bien vu quand, par exemple, vous avez critiqué Éric Zemmour sur les réseaux sociaux, Clément. Il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a vu un mot émerger sur les réseaux sociaux, dans les limbes et les bas-fonds de Twitter, qui était le mot d'islamo-collabo. Et je crois, vous-même, Jean-Michel Abati, vous en avez été la victime. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes qualifié. Qui m'a qualifié comme ça à l'origine. Et ensuite, voilà, c'est-à-dire qu'après l'avoir vu émerger dans les limbes de la fachosphère, ça arrive sur un plateau de télé, dans la bouche d'une journaliste, puis... en une de Valeurs Actuelles. Et c'est comme ça qu'on voit effectivement un concept qui est forgé directement par la fachosphère sur les réseaux sociaux devenir aujourd'hui un mot autorisé du débat. C'est-à-dire qu'apparemment, aujourd'hui, c'est normal de parler d'islamo-collabo avec une référence explicite, assumée, et d'ailleurs on le retrouve dans le discours de Zemmour, à la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a pas de problème, ça ne choque personne. Et l'autre problème, c'est que lorsque c'est Jean-Michel Apathy qui est traité d'islamo-collabo, on s'indigne. Quand c'est moi, tout va bien. Oui, ouais, moi je suis basque catholique, donc on n'imaginait pas que je puisse être un islamo-collabo. J'ai doublement trahi ma classe et ma culture d'origine. Si on essaie de regarder les choses avec attention, c'est un moment du débat public, septembre-octobre, tout a dérapé. Il y a l'attentat à la préfecture de police, et puis il y a cette affaire stupide, il faut bien le dire, de l'attaque par un élu du Front National d'une jeune femme qui est voilée à la tribune du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est là que pendant un mois, ça dérape totalement. Éric Zemmour est l'archétype de la violence. Son discours le 28 septembre à la réunification de la droite, quelques-uns de ses propos dans l'émission qu'il a sur CNews en sont la marque, et d'autres dans son sillage. Vous pourriez débattre avec lui sur CNews? Non, moi j'ai déjà refusé. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on s'est quitté avec RTL. Moi j'ai toujours été très hostile à la présence de Zemmour sur RTL. Et je n'ai jamais débattu avec Éric Zemmour alors que la proposition m'en avait été faite. Quand on dit la liberté d'expression, c'est pas de raconter n'importe quoi. Mais vous pourriez lui dire en face et débattre? Mais je ne le dis pas en face. Éric Zemmour, je le connais depuis 20 ans. Pourquoi est-ce que...
Pourquoi est-ce qu'on voudrait à tout prix que la marque de la démocratie, ça soit de débattre avec n'importe qui, si quelqu'un comme lui me semble tellement en dehors de ce qu'est le champ acceptable du débat. Quand il dit sur Bugeaud ce qu'il dit, Bugeaud, ça crée un scandale au milieu du 19e siècle. Il enfermait les Algériens, ça n'existait pas à l'époque, l'Algérie. Mais enfin, les gens qui étaient les premiers occupants du territoire, que la France a conquis en 1830. La scène que je raconte, c'est à peu près 1850. Il les enfermait dans des grottes, par milliers, et il les enfumait. Vous comprenez ? Bugeaud, c'est la chambre à gaz avant la chambre à gaz. Et dire en 2019, Bugeaud, j'accepte ce qu'il a fait, c'est comme dire le patron d'Auschwitz, au fond, c'était un bon Allemand, parce qu'il n'a fait qu'appliquer les ordres ou des bêtises de ce genre. Comment voulez-vous débattre, mais comment, avec des personnages qui disent cela? Vous pourriez le faire entendre en face. Oui. Ne pas lui laisser le champ, justement. Eh bien, je n'ai pas envie, merde. Très bien. Que la société Ah ouais. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, quand on entend les gens d'extrême droite ou de la fachosphère, ils passent leur temps à dire on peut plus rien dire alors qu'on les entend partout dire tout? Oui, mais... On peut plus rien dire, moi, il commence à m'énerver, en fait. On peut plus rien dire et les bien-pensants, c'est les deux choses qui commencent à... D'abord, pour trancher le débat, il faut effectivement leur permettre de véritablement tout dire, parce qu'il y a quand même un certain nombre... Mais ils ont les micros ouverts sur tous les plateaux. Ils ont certains micros ouverts, mais enfin, vous avez quand même, par exemple, quand Facebook ferme le compte des identitaires, moi, je trouve ça très choquant. C'est pas à Facebook de réguler la liberté d'expression en France. Le compte des identitaires, on peut considérer que c'est des horribles salauds, et ce qu'ils disent était légal jusqu'à présent, et donc ils doivent pouvoir continuer à exister sur ce genre de réseau pour qu'on puisse continuer à en débattre et qu'on ne substitue pas la violence d'une interdiction à la rationalité du débat. Et encore une fois, plus on les expose et plus on débat avec eux, c'est ma conviction en tout cas, plus on les affaiblit, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait leur argumentaire est extrêmement faible. Salut Clément. Bonsoir à tous. Alors je vais t'expliquer, Clément, il analyse la rhétorique des gens et des fois il passe des matinées exceptionnelles. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai passé un très bon moment, Mouloud, puisque j'ai écouté Nadine Morano au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors 22 minutes d'interview, ça laisse le temps de rentrer dans tous les sujets importants du moment et donc ils ont parlé successivement d'islam, de voile, d'immigration et de terrorisme. Original. Cela dit, l'interview avait plutôt bien commencé. Emmanuel Macron appelle à ne pas stigmatiser les musulmans. Est-ce qu'il a raison de le faire? Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. C'est pas le sujet. Bon, donc on est plutôt rassurés, n'est-ce pas? Nordine Morano. Comment, Monsieur Bourdin? On a vécu pacifiquement avec les gens qui étaient de culture musulmane. Est-ce que réclament les musulmans? Je vous montrerai les témoignages qu'on m'a envoyés. Vous ne vivez plus pacifiquement avec l'immense majorité des musulmans. Vous vivez pacifiquement Je vous pose avec l'attentat de Charlie Hebdo, avec le Bataclan, vous n'avez pas peur quand vos enfants vont sur une terrasse de café de savoir s'ils vont revenir vivants ou assassinés? Alors, ça semble assez brutal. Ça l'est, hein. On atterrit sur cette séquence sur un énorme appel aux émotions. Vous n'avez pas peur quand vos enfants sont sur une terrasse de café. Mais en réalité, il y a quelque chose d'assez subtil dans cette séquence, c'est que Nadine Morano utilise un outil rhétorique qu'on appelle l'implicite. L'implicite, ça a été bien défini par un linguiste français qui s'appelle Oswald Ducrot. Il nous dit, c'est dire quelque chose sans prendre la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. Eh bien, c'est exactement ce que fait Nadine Morano ici. On lui pose une question sur les musulmans, elle répond sur le terrorisme. C'est évidemment une manière de lier les deux questions, d'associer l'ensemble des musulmans d'une part au terrorisme d'autre part. Mais ça, elle ne le dit jamais clairement et donc on ne peut pas vraiment lui reprocher. C'est diaboliquement habile, mais c'est habile néanmoins. Cela dit, il y a pire. Regardez ce qui se passe quand on parle à Nadine Morano de la femme voilée qui a été prise à partie par Julien Audoul au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi était-elle là? Elle était lors d'une sortie scolaire. Mais pourquoi était-elle là? Bah écoutez, c'est pas moi qui ai organisé sa venue. Non mais pourquoi était-elle là? J'ai pas organisé sa venue, je vous dis. Parce que l'enseignant de l'école de son fils lui a demandé de venir parce qu'il manquait... Parce qu'il manquait de parents d'élèves pour que les enfants de la classe puissent assister à cette séance. Mais il ne savait pas que ça allait provoquer un accident. 10 jours après, on assassine 4 policiers, alors qu'il y a des orphelins qui pleurent. Là, on nous parle des larmes de ce gamin. Non, mais il ne faut pas exagérer. Bon, alors là, en fait, on a exactement le même procédé. On atterrit sur un appel aux émotions, la référence aux orphelins en pleurs, ce qui sert à quoi? À masquer le reste du raisonnement. Et le reste du raisonnement est simple. La question portait sur une femme voilée.
Nadine Morano répond en invoquant immédiatement le terrorisme. C'est une manière de lier les deux questions. L'implicite, c'est de dire que le voile, c'est faire la promotion du terrorisme. Mais ça, là encore, elle ne le dit jamais clairement. Cela dit, il y a pire. Regardez ce que dit Nadine Morano quand on évoque une famille qui, selon elle, voudrait scolariser leur fille dans une école coranique. Le hijab. Qu'est-ce que le hijab? Le voile, vous savez, ils voulaient scolariser leur fille dans une école coranique pour qu'elle puisse porter le voile. Bien. Voilà ce qu'on a en France. Bien. Voilà ce qu'on a en France. Alors vous avez bien entendu, voilà ce qu'on a en France. Là, il faut revenir à la grammaire française, tout simplement. Pronom relatif neutre ce, que, qui ne peut se rapporter qu'à une chose, jamais à une personne. Ici, voilà cette famille musulmane qui a été littéralement, grammaticalement, déshumanisée. Cela dit, il y a pire. Il y a pire. Oh non. Regardez ce que dit Nadine Morano quand on lui demande ses propositions sur le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, vous savez très bien que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, on les applique pas. Bon. Je renverrai tous ceux qui sont en situation illégale et tous ceux qui grouillent dans nos pays et tous ceux qui grouillent dans nos pays. Alors on n'entend pas bien, donc on va répéter tous ceux qui grouillent dans notre pays. C'est une métaphore, le verbe grouiller. Ça se dit surtout d'une masse d'animaux informes, indénombrables, et pas les animaux les plus sympathiques. Ce qui grouille généralement, c'est les rats ou les cafards. Voilà donc dans le discours de Nadine Morano les immigrés qui se voient métaphoriquement déshumanisés. Bref, heureusement que Nadine Morano avait commencé son interview en disant que... Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. Voilà. Soprano, comment vous, est-ce que vous avez pris toutes ces polémiques qui sont en train de polluer la France en ce moment? C'est ce que je sais. Tous les soirs, j'en parle sur scène. Je dis, mais comment on peut prendre du temps sur... bien sûr, c'est un sujet important, mais... On peut avoir du débat, mais il y a eu des fois où j'allumais la télé, j'entendais des gens dire des choses. Je devenais fou. À chaque fois, j'avais mon instinct, j'avais envie de prendre, poster un truc. Et chaque fois, je me dis non, c'est leur donner à manger, il ne faut pas leur faire de la pub, faut pas... Et chaque fois, je me retiens. Je me dis, mais moi, ma mère, elle est voilée, elle m'a bien élevé. On entend, on connaît mon message, on connaît ce que j'essaye de promouvoir dans ma musique ou même dans mon comportement. Et pourtant, c'est ma mère qui m'a élevé. Et ça me touche. Donc je me dis comment on peut prendre du temps à détourner certains sujets de la société qui sont tellement importants, qui sont tellement vitaux. Là, le fait de pouvoir, de toujours appuyer sur le voile, c'est ce qui crée le terrorisme dans la tête des jeunes. C'est ce qui crée la fissure qu'il y a entre certains jeunes et la société, parce qu'ils se disent « Ah, c'est toujours nous, on est toujours tapés, les musulmans, jeunes de quartier, ah, ma mère, elle a le voile. » Eux, ils se reconnaissent quand ils voient une femme avec le voile, pour eux, c'est leur mère, c'est leur sœur. Donc, ils sont touchés, ils se disent « Mais pourtant, c'est des femmes magnifiques, c'est des femmes extraordinaires, pleines d'humanité, pleines de bonjour, pleines d'amour autour d'elles. Comment on peut toujours leur taper dessus à chaque fois ?» Akhenaton, c'est un des premiers Français convertis qui a pris la parole médiatiquement. Aujourd'hui, on jette l'opprobre sur les convertis. Parce qu'il y a une mode médiatique et une disparition de la nuance et du second degré qui fait que moi, j'ai choisi volontairement de ne plus parler de ça. J'avais envie de partager des belles choses, mais ce ne sont pas les belles choses dont on se souvient. On ne se souvient que des choses qui marquent dans les faits d'actualité. Donc on peut avoir 150 discours. S'il y a un fait d'actualité qui arrive, un acte terroriste, il met tout au sol. C'est très dur d'expliquer les choses. Je pense que le service public aurait dû commencer à faire sa première mission. Il diffuse les 10 commandements, il diffuse le roi des rois, il aurait dû diffuser le message sur France Télévisions, ce qui aurait appris à un minimum de Français qui ignorent ce qu'est réellement la religion musulmane, qui a 99% d'ADN commun avec le christianisme et avec le judaïsme, et de connaître au moins la religion que pratiquent 6 millions ou 7 millions de citoyens en France. Mais quand on dit en ce moment on ne peut plus rien dire, on est souvent vrai. Côté populiste, côté facho. Vrai. Mais c'est vrai, aujourd'hui, Ferré, Brassens, Desproges n'auraient plus la liberté qu'ils ont eue, bien sûr. Et puis, l'hypermoralisation nous contraint en permanence au manichéisme. Il faut être pour ou contre. Sans nuance, c'est-à-dire la bien-pensance d'un côté et le mal de l'autre. Et ça, c'est très dérangeant qu'il n'y ait pas la nuance, et donc pas l'intelligence et pas la subtilité. Forcément, on y perd beaucoup.
Si aujourd'hui on vous disait, voilà, Anne, dimanche soir, il faut que tu prennes l'antenne pour faire un 7 sur 7, et tu as une personne de ton choix, qui ce serait? Eh bien justement. Il n'y a personne en ce moment qui vous... Non, enfin voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que la politique, elle est partout. Vous ne pouvez pas ouvrir une radio, une télé, sans avoir un débat sur quelque chose très antagoniste, dans une sorte d'hystérie collective. Enfin, je trouve qu'il y a un abus d'abord un abus de binarité. Enfin, on est obligé d'être pour ou contre, détester, adorer. Et il y a à la fois une pollution sonore, d'abord, de volume sonore, et il y a une pollution d'être obligé de se ranger dans un camp obligatoirement et d'avoir une opinion très tranchée. On peut, sans verser dans le « en même temps » macronien, on peut aimer ceci et cela. Je ne dis pas forcément en même temps, mais on peut aimer et. Et puis, je ne sais pas, je trouve que les personnages politiques aujourd'hui manquent un tout petit peu d'épaisseur. Je sais pas Vous trouvez que la classe politique s'affaisse? Je ne sais pas si elle s'affaisse ou si nous, on se fatigue un peu. Fatigue parce qu'on les voit partout. Fatigue parce que la parole politique a perdu de sa magie, même de sa scénarisation. Quand je faisais 7 sur 7, c'était une émission qui avait lieu, il y avait un rendez-vous toutes les semaines. Alors c'est vrai, il y avait 3 chaînes d'abord, 6 après, et il n'y en avait pas 250. Mais il y avait quand même, on attendait quelque chose. Clément Viktorovitch donne aussi des cours de rhétorique à Montreuil. Et dans le film Banlieusard, il y a une question rhétorique. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Allez, battez-vous. Allez, vas-y. Et je prends quelle position? Oui. Oui, l'État est le seul responsable de la situation en banlieue. La politique, c'est ce qui organise notre vivre ensemble. Et la politique, elle dépend de l'État. Au bout du compte, toutes les décisions reviennent à l'État. C'est la politique qui doit organiser notre vie. C'est elle qui prend des décisions. C'est elle qui décide comment on alloue l'argent, comment on investit les crédits. Et comment on investit les crédits, c'est aussi ce qui définit comment est-ce qu'on va répartir le pouvoir dans la société. Alors bien sûr, Kerry James, vous me parlerez de responsabilité individuelle. Les individus sont toujours libres. Mais comment ignorer le fait que certains ont moins, que certains n'ont rien, et que, n'ayant rien, ils font ce qu'ils peuvent? Kerry James. Émancipation. Émancipation. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. Son discours, celui de la victimisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non. La simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité, sauf pour celui qui prétend considérer tout gouverner comme on considère un enfant et qui souhaite attribuer la parenté de chacun de ses enfants aux gouvernants. Mais la banlieue n'est pas une immense crèche à ciel ouvert peuplée de nouveau-nés. Il y a en banlieue, comme partout en France, des gens désireux de prendre pleinement part à leur propre histoire et à celle du pays. Pas mal. Kerry James et Clément Viktorovitch dans une battle d'éloquence. Ça fait combien de temps que ça existe, le Jamel Comedy Club? C'est la 10e saison, là. Ouais. Ça a commencé 10. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Ça a commencé en 2006, mais il y a eu que 10 saisons. Ouais, ça a commencé en 2006, mais il y a eu que 10 saisons. Est-ce qu'on peut regarder la première du Jamel Comedy Club ensemble? C'est un peu ton émission, c'est toi qui décides. Hein. Mais est-ce que ça te plairait, par exemple? Moi j'adorerais, moi. Vrai un petit revival. Allez. Bienvenue au Jamel Comedy Club. Regardez-moi, mesdames, messieurs. Regarde, il y a des grands, des petits, des moyens, des beaux gosses, des معلش. C'est pas grave, tout le monde ne peut pas. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, en exclusivité mondiale, je vais vous présenter ce qui va être les stars du stand-up en France, la relève. Alors, vous allez me dire pourquoi la relève? Parce que c'est bon, ça y est, je suis trop vieux pour ces conneries. Non, ça y est. Non, mais c'est vrai qu'il faut savoir s'arrêter au maximum au top. Là, je suis au top, là, par exemple. Alors, il peut rien m'arriver de mieux, en vérité. J'ai été voir, par exemple, Meskin James Brown en concert, il aurait dû arrêter avant. Bah non.
Impossible d'arrêter. J'ai pas réussi, en fait. J'ai pas réussi parce qu'on a été porté par l'engouement de la scène émergente, des artistes de plus en plus nombreux. Et comme on a créé ce rendez-vous qui est le Comedy Club, ils connaissent l'adresse, ils savent où nous trouver maintenant, tu vois. Une des personnalités qui a le plus émergé du Jamel Comedy Club, elle s'appelle Blanche. On la regarde parler du Jamel Comedy Club. C'est marrant, t'es l'aîné des 5 frères et sœurs, t'es le plus petit. T'es comme on dit en Bretagne, la première crêpe est toujours ratée, quoi. C'était des vannes, il n'y avait pas de violence réelle. C'est juste c'est le plaisir d'aller trop loin en toute bienveillance et qu'il n'y a absolument rien de personnel là-dedans. C'est vrai, t'es beau. Moi, quand je te vois, j'ai envie de devenir pédophile. Moi, quand je te vois, j'ai envie de devenir assistante sociale. T'es le génie de la vanne, du tac au tac. Tu nous mets tous à l'amende. Par contre, à la corde à sauter, je te nique. Hein. Ah oui, je te nique à la corde à sauter, c'est ça? Oui, ouais. Parfois, on se faisait pas de cadeaux, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Si on fait l'énumération des talents qui sont passés par le Comedy Club, parce que là, on voit plein d'anciens dans le public, qui est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que vous les avez tous en tête? Quelques-uns, oui. Pour les plus emblématiques, Blanche, Fabrice Seboué, Thomas Njijol, Nawel Madani, Malik Bentala, Alban Ivanov, Claudia Agbo, qui j'ai oublié? Bounaïmin. Bounaïmin. Fari. J'en oublie forcément beaucoup. Jimo. Jimo aussi, oui, bien sûr. Jimo, tu as 28 ans et tu es né à Limoges. C'est quoi la particularité de Limoges? La porcelaine. Très bien. Tu es arrivé à Paris il y a quelques années pour devenir éducateur. Ouais. Pourquoi ça s'est... Pourquoi? Pourquoi? Parce que je voulais trouver un job pour être utile aux gens, quoi. Je voulais pas être commercial. Mais faire rire, ça aide les gens, c'est important. C'est pour ça, après, j'ai bifurqué. Ouais, tu décides d'abandonner les enfants pour te lancer dans le stand-up. Ciao, les gosses. Tu commences par des petites scènes ouvertes. Ouais. Ça marche pas du tout. Ouais. Ah, c'était nul. Et après, bah, ça a marché. Et là, je suis l'un des meilleurs de la génération. T'intègres en 2017 la troupe du Jamel Comedy Club. L'année dernière, tu remportes le Grand Prix du Festival d'humour de Paris. Ouais. Tu montes sur scène avec ton premier spectacle, Point Virgule. On regarde. J'étais au ski il n'y a pas très longtemps et j'ai pas trop aimé. En fait, il y a un petit problème. Quand ils m'ont expliqué tout, j'ai pas compris l'activité. On te prend, on te ramène dans la montagne, tu descends. Dès que t'as fini, tu recommences. Hein. Et il y avait un moniteur, je sais esquiver sur le dernier jour. Le dernier jour, le moniteur est venu nous voir, il a dit « Ouais, on va faire la piste bleue, vu qu'on n'a pas trop travaillé et tout, tu vois. » Alors que nous, on s'en battait les couilles, tu vois. On lui a dit « Ramène-nous au McDo, 50 ans aussi, hein, quoi, c'est pas la tête. » Et il a réussi à nous convaincre, il a dit « Prends le tire-fesse. » Et on prend le tire-fesse, il nous dit « Ouais, ne vous inquiétez pas, si jamais vous tombez du tire-fesse, on viendra vous chercher. » Ben, j'espère, mec, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vivre dans la montagne, tu vois. Je sais rien faire, donc si je tombe, c'est sûr que je t'attends. Quand est-ce que tu as trouvé ton tempo? Bah, j'ai trouvé un peu par hasard. Quand il va répondre demain, non? Ouais. Ah ouais, Valérie. Ok, Valoche. Non, je trouve. Ben, au début, je faisais mes spectacles en faisant comme tout le monde, et ça sonnait faux, quoi. Donc du coup, un jour, je me suis dit, vas-y, je vais faire comme je fais dans la vie de tous les jours, et là, ça a bien marché, quoi. Le Madame Sarfati Comedy Club qui ouvre le 27 novembre. Ouais. C'est l'aventure d'une vie, ce Comedy Club. Ça a été très très dur à monter. Ouais, ça a mis pas mal de temps. Ouais. Comment est-ce que l'idée est venue? C'est venu en allant à Montréal. J'ai vu un comedy club là-bas et ça m'a beaucoup inspiré. On a fait pas mal de comedy clubs aux États-Unis, mais là-bas, ça s'appelle le Bordel Comedy Club. Et c'était ce qu'il y avait de plus finalisé, de plus propre pour cet art qu'est le stand-up. On avait le sentiment que ça avait été construit précisément pour ça. Et en rentrant, j'ai dit il faut qu'on fasse un lieu pareil ici à Paris, parce qu'il y a le stand-up qui est en train de monter, qui prend sa place de plus en plus d'année en année. Et en rentrant, c'était il y a 3 ans. Et là, on ouvre dans une dizaine de jours.
Est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui n'ont jamais eu la chance d'aller dans un comedy club ce qu'on y voit, ce qu'on y fait? En fait, le comedy club, c'est sur le même principe que quand on va dans un café-concert ou peut-être un club de jazz. C'est-à-dire qu'on y va, on boit, on mange, et devant nous défilent plusieurs artistes qui jouent entre 10 et 15 minutes de ce qu'ils font. Et en général, aux États-Unis, c'est la différence qu'il y a énormément avec ce qu'on fait ici, c'est que les mecs qui passent sur scène, c'est des mecs qui sont déjà connus. On peut y voir aussi des gens qu'on n'a jamais vus, mais c'est des gens qui sont connus, qui vont travailler leur spectacle, qui vont essayer de trouver des nouvelles vannes et être au plus proche possible du public. Donc on va essayer de faire ça. C'est l'heure du pestacle. Bonjour. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Click. Et avant de commencer mon petit passage, je voudrais juste préciser que je suis américain. J'habite en France, donc je parle vraiment comme ça, OK? C'est mon vrai accent. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un restaurant qui vient d'ouvrir à Los Angeles, qui excite tout le monde et toute la presse aux États-Unis. Ça s'appelle le Lowell Café, et c'est le premier cannabis café. C'est le premier restaurant où on peut marier cuisine et cannabis. Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui fument de l'herbe ici? Je sais pas ce que je... Ça me tente pas du tout. Pardon, peut-être c'est une mauvaise question ici en France. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un ami qui fume de l'herbe? Un ami, voilà, un peu plus, ouais. Donc il faut savoir qu'en Californie aujourd'hui, le cannabis est légal pour n'importe qui ayant plus de 21 ans. Il faut quand même avoir 21 ans, qui est exactement le même âge, pour pouvoir boire de l'alcool et avoir une arme à feu. Donc en Californie, on fait tout ce qu'on peut pour que votre 21e anniversaire soit votre dernier. Mais ce qui est spécial avec ce Lowell Café, c'est la première fois qu'on peut fumer de la beuh dans le cadre d'un restaurant. Donc on commande son plat, puis une personne qui s'appelle un flower host vient à ta table avec une sélection des joints et il te conseille quel type de bœuf vont se marier bien avec ton plat. Exactement comme un maître sommelier, tu vois. Et en plus, ils emploient des mots sophistiqués, tu vois, de genre boisé, ou langue en bouche, ou nique sa race. Tu vois, ce genre de trucs très sophistiqués. Et donc, la chef, elle s'appelle Amanda Drummer. Et donc, elle a dû créer une carte spéciale avec des plats bio, bien sûr, bio, c'est en Californie. Et donc, ces plats sont spécialement adaptés pour bien se marier avec la consommation de cannabis. Et je pense que c'est la tâche la plus facile au monde. Parce que, honnêtement, quand on est défoncé, on aime manger tout n'importe quoi, OK? Mais il y a par contre une chose qui n'est pas sur cette carte, et ça, c'est le foie gras. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais le foie gras est illégal dans l'État de Californie. Donc aujourd'hui, en Californie, la bœuf est légale, le foie gras, non. J'imagine qu'il doit y avoir de dealers de foie gras à Los Angeles, tu vois. J'ai du foie gras, j'ai du foie gras. J'ai du mi-cuit, du mi-cuit. Mais honnêtement, je suis d'accord avec les gens de la Californie, parce que honnêtement, nourrir un animal jusqu'à ce que son foie explose, l'engraisser jusqu'à ce qu'il pèse 4 fois plus que normal, le gaver, qu'il ne puisse plus marcher, c'est monstrueux. Chez nous, aux States, on fait ça qu'aux enfants. On est très civilisés, là. Et pour l'instant, les critiques de ce resto sont élogieuses. Tu m'étonnes, John. Dans l'histoire de l'humanité, personne n'a fumé un joint et est allé sur TripAdvisor pour laisser une mauvaise critique, OK? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour bien marcher, apparemment, on n'a plus besoin d'étoiles Michelin, juste des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup. Bravo, Sébastien Marc. Bravo. On est très content de te recevoir, très content et très fier de ce que tu viens de faire. Tu viens d'ouvrir ton propre comedy club, ça s'appelle le Barbès Comedy Club. Qu'est-ce que c'est que le Barbès Comedy Club? Le Barbès Comedy Club, c'est la première maison du stand-up, en fait, où tous les soirs, on peut faire du stand-up à Paris et où c'est payant. Où d'un coup, on doit payer pour voir du stand-up, parce que souvent, on est au chapeau, on fait un peu de la mendicité à la fin des spectacles. Là, on s'entraîne, mais de façon professionnelle, quoi. Et donc, on est en train d'installer le stand-up comme un vrai métier, un vrai sport aussi, parce qu'on a besoin de travailler tous les soirs. On ne peut pas faire un spectacle comme ça du jour au lendemain. Donc, il nous fallait un endroit, en plus du Paname, parce que le Paname existe déjà et fait déjà ça, mais il nous fallait un autre endroit pour avoir... Parce qu'il y a trop de monde maintenant, donc on n'a plus de place, et donc il nous fallait le Barbès, quoi. Je suis contente. Alors justement, pour les gens qui ne comprennent pas, le stand-up, c'est un art américain. Ouais. Pour moi, le stand-up, c'est l'art de la vérité. C'est faire rire
rire avec la vérité. C'est ça, c'est pareil pour moi. C'est pas. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Salut Charlet. On a tout dit, hein. C'est tout pour moi. Exactement, c'est tout pour moi. Non. Vous avez 33 ans, Shirley. Putain, tu m'as... Ouais, pardon. Tout d'un coup, je t'ai vous J'étais là, moi, 33 ans. Ah ouais, 33 ans. Ça passe 33 ans, né à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Et à 7 ans, tu écrivais déjà des sketchs. Et alors là, vous allez voir, la nana est tarée. Elle faisait payer l'entrée de sa chambre à ses parents. Productrice. Finalement, on change pas, on évolue. Hein. C'est ouf. Hein. Effectivement, je faisais payer l'entrée, ouais, puis je rigolais pas. Un franc, je me rappelle. Hein. Et c'était mon premier sketch. Est-ce qu'ils payent tout? Ils payent plus maintenant, je les invite, effectivement. Je les invite. Depuis, je peux les inviter. Avant, je pouvais pas. C'était beaucoup d'investissement quand même, ce premier sketch à 7 ans, beaucoup de décors et tout. Donc, il fallait rembourser, quoi. En l'honneur d'Eli Kakou, vous avez appelé votre comédie club le Madame Sarfati. Ouais. On regarde. Riez, riez. Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Vous serez toutes comme moi. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur Dawn. C'était un choc, Eli Kakou, pour Farid? Bah, c'était un choc parce que, au départ, quand moi je vois ça, je sais même pas que c'est quelqu'un qui joue la comédie. Je pense que c'est vraiment une dame qui fait rire les gens. Et donc la magie, c'est de le voir après venir en prof d'anglais, et ensuite le voir venir en attaché de presse, c'est de la magie. Il y a des vidéos de lui à Marseille qui entame son sketch du Kakou, la racaille de l'époque, et les gens qui finissent ces sketchs, quoi, qui font les sketchs en même temps que lui, alors qu'il n'y a pas YouTube, il n'y a pas les DVD et tout, c'est assez incroyable. Et ce qu'on essaie de faire, je pense, avec la génération qu'on a, c'est juste de dire que ce qu'on fait, c'est pas un art de rue. C'est un art à part entière. C'est un art qui se peut être respecté et noble, je pense. Parce que c'est des penseurs, c'est des sociologues, c'est des philosophes pour certains comme Louis C.K. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que le stand-up qui est pratiqué par cette génération-là, il est proche de la vraie définition du stand-up, qui est l'art de la vérité. Ouais. Qui est quelque chose de qui peut être à la fois très intime, où c'est pas uniquement de l'observation, mais c'est être capable de raconter des choses qu'on ne dirait jamais à ses proches sur une scène. En fait, on veut faire quelque chose du stand-up, un truc différent et qui se mettrait en marge des autres formes d'humour. Mais le stand-up, ça a toujours existé, en fait. C'est un mec qui vient et qui raconte, un mec à table qui se lève et qui raconte une anecdote. Il est en train de faire du stand-up. Raymond Devos, c'était du stand-up. Raymond Devos, c'était du stand-up. Guy Bedos, sur scène, c'était du stand-up. Et en fait, dire que c'est du stand-up, c'est de la même façon qu'avant, on disait se prendre en photo. Aujourd'hui, on dit faire un selfie. D'accord, donc c'est la même pratique, mais juste on le précise. Et donc dans des spectacles de one-man show, il y a des parties stand-up, il y a des parties sketch. Et aujourd'hui, nous, bien sûr, quand on devient de plus en plus spécifique dans le stand-up, quand on devient de plus en plus puriste, on va dire, il faut être le plus sincère possible. Haroun, on tournait dans toute la France jusqu'en juin 2020. Haroun, c'est quoi le pitch du spectacle? Le pitch du spectacle, c'est... Vous avez 30 secondes pour réfléchir, on regarde un extrait. Ok. Marseille, c'est un peu une ville, comment dire, alternative. C'est en France, mais c'est une autre France. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ne serait-ce que les lois sont pas pareilles. Non, le code de la route, c'est pas pareil. Non, le code... Non. On dirait que quand vous êtes en scooter, c'est interdit de porter un casque. C'est une très belle ville quand même, Marseille. Vous avez quand même la chance d'avoir les calanques. Vous êtes quand même une grosse ville et avec un bus, tu peux arriver au terminus, tu marches un peu, tu arrives dans un petit coin de paradis. Après, faut pas se tromper de terminus. Hein. J'ai terminus de bus, si t'arrives, tu demandes où est-ce qu'il est le petit coin de paradis. Le mec, il va te dire, ah, t'inquiète, avec ce qu'on va te vendre, tu vas atteindre le paradis direct. Alors c'est quoi le pitch du spectacle? Le pitch du spectacle, c'est quand on passe d'une pensée à une autre sans savoir comment on en est arrivé là. Comme quand on est dans une discussion entre amis qui est passionnée, et d'un sujet à l'autre, on divague et ça passe à travers plein de pensées. C'est plutôt des pensées qui m'angoissent et des réflexions sur la société actuelle. Et voilà, donc je passe d'une pensée à l'autre et puis on parle de terrorisme, de religion, d'éducation, d'écologie, voilà. Quand on regarde ta présentation où tu racontes ta vie en 60 secondes, tu dis « Les Blancs, vous êtes vraiment communautaires ». Ouais. C'est vrai, non?
Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que souvent on oublie des choses simples comme les collants couleur chair, évidemment, dont je parle dans la blague, mais c'est pas une blague, quoi. Quand tu prends des collants couleur chair et que ça te va pas du tout parce que c'est pas ta chair, il y a un problème, quoi. Donc oui, je pense que c'est normal que les blancs soient communautaires. On est quand même dans un pays blanc de base où après d'autres communautés sont arrivées et je pense qu'il est temps de faire des mises à jour, c'est ça surtout. Avec nous, quoi. Et qu'une mise à jour. D'où Click, j'ai envie de dire. D'où Barbès Comedy Club, d'où tout ça, quoi. Ouais. Et qu'une mise à jour, c'est pas forcément un remplacement. Non, pas du tout. C'est une mise à jour. C'est comme les trucs iTunes, tu sais, il faut accepter, sinon tu bugs. Après, tu as les versions anciennes, il faut accepter la nouvelle version. En tout cas, vous êtes sur une chaîne où c'est pas la France qui bug. Haute casquette de Fary, metteur en scène. En ce moment, sur Netflix, distribué par MyCanal, il y a le nouveau spectacle de Fadili Camara. On regarde un extrait. Les gars, je regarde de la télé-réalité. Hein. Oui, je regarde de la télé-réalité. Je sens dans le regard des gens la déception. Ça va, c'est pas un truc que tu choisis. C'est pas... Ok les gars, je vous explique comment c'est arrivé, d'accord? Je m'ennuyais, je zappais les chaînes de télé, je suis tombée sur Énergie 12, il y avait une embrouille, j'ai dit « Ah ?» Ben j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé quand même. Puis voilà, j'ai commencé à regarder 10 minutes, puis 10 épisodes, et puis... Après tu glisses vite sur les replays jusqu'à 4 h du matin. T'as les yeux secs, après tu vas sur l'Instagram des candidats pour voir quelle est leur vie. Après, tu vas sur Twitter en temps réel pour voir si les gens pensent la même chose que toi. Après, tu te fais un Twitter anonyme pour les insulter. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Est-ce que maintenant, avec le Barbès Comedy Club, vous changez un peu de registre, vous aidez aussi les nouveaux humoristes à écrire? Est-ce que vous les sauvez d'un bide sur scène? Est-ce que vous non, je les sauve pas, c'est trop rigolo de voir un bide. Ah, voilà. Ben oui, attends, j'ai vécu des trucs, il faut qu'ils le vivent aussi. Non, par contre, écrire ensemble, c'est quelque chose qui m'importe énormément, ouais. Donc en fait, on va faire des ateliers, on vient d'ouvrir il y a une semaine, donc on va faire des ateliers là dès la semaine prochaine, l'après-midi. Pas une école d'humour, je peux pas prétendre à apprendre aux gens alors que même moi j'apprends encore. Mais par contre, être ensemble tout le temps dans cette émulation de travailler, parce que je pense qu'on est un peu feignant quand même en France. Hein. En stand-up, je le dis, hein. Roman, c'est un des seuls, c'est pour ça qu'il cartonne comme ça, c'est parce qu'il bosse en même temps. Roman Fressinet, qui fait Click. Ben oui, évidemment. Mais de qui vous parlez? Ce talent, ce génie. Non, mais et voilà, il y a du boulot derrière. Et c'est vrai qu'il nous a mis un petit coup de pression en arrivant en France, qui fait du bien. Donc j'insiste tous les jours pour qu'on soit exigeant dans notre travail et qu'on bosse tous les jours. Tous les jours. Tu penses qu'il y a une vie après la mort? Mais ferme ta gueule, putain! J'essaie de dormir, moi, là! Tu me fais chier avec tes questions de merde! Non, mais ça m'intrigue, vraiment. Enfin, il se passe quoi quand on meurt? Mais je sais pas! Meurs et tu verras bien! Si je suis mort, je verrai pas. Tu crois que quand on est mort, on sait que... Écoute, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, là. Il y a pas d'autres gens à qui tu peux parler, là. Moi, demain, je me lève tôt, là, s'il te plaît. Tu penses qu'on va se réincarner? Tu crois qu'en fait, on a déjà existé, mais c'est juste on s'en souvient plus? Tu sais quoi, peut-être. Voilà, peut-être que le jour, c'est comme la vie, et la nuit, c'est comme la mort. Tu comprends ça? Genre, naître, c'est se réveiller, et mourir, c'est s'endormir. Ça te va? C'est bon? Allez, bonne nuit, au dodo. Non, mais attends, ça veut dire que là, si on s'endort, c'est comme si on mourait? Moi, j'ai pas envie de mourir, moi. C'est quoi le plan, là? C'est nul, ça. Je veux pas décéder là. Mais moi, j'ai envie, moi! Tu comprends ça? Je trouve ça 1000 fois mieux. D'accord? Je sens pas mon corps, je fais qu'un avec l'espace et le temps, et surtout, hein, tu fermes ta grande gueule. Et ça, je peux te dire que c'est plutôt pas mal. Ok? Ok. Merde! Mais quoi encore? Je sais pas, j'ai eu l'impression que je tombais d'une marche. Je sais pas. C'est bizarre, hein? Oh non. Oui. Ouais. Je viens de voler 3 millions de dollars! Vas-y, prends-les! Tu crois qu'on les aura encore demain en se réveillant? Quoi? Bah, on est en train de rêver, là. Arrête de dire ça, putain! Ça va nous réveiller! Alors, on a bien dormi? Fary a des modèles en France, à côté d'Eli Kakou, ou tous les modèles sont américains? Ah non, il y en a, bien sûr. Moi, j'en ai eu longtemps. J'étais un grand fan de Desproges. Je parlais du conte de Boudherbala tout à l'heure, par exemple. Mais évidemment, ceux qui nous ont donné l'impulsion, beaucoup, c'est... moi, évidemment, c'est Jamel Debbouze.
Jamel Gad, c'était aussi un beau raz-de-marée quand il a sorti son troisième spectacle. Mais évidemment, Jamel et le Jamel Comedy Club, on est arrivé... c'est comme ça qu'on a découvert YouTube. Moi, j'ai découvert YouTube avec le Jamel Comedy Club. Jamel Debbouze dit souvent que sa mission, il l'a accomplie, c'était d'arriver, d'ouvrir la porte et de la laisser ouverte. Ouais. Est-ce que c'est la même mission aujourd'hui? De continuer à l'ouvrir encore plus grand pour les autres, pour les petits? Je pense que ce qu'a fait Jamel, personne ne pourra le faire, ou alors pas à ce niveau-là. Jamel, c'est une entité à part entière, ça dépasse juste les frontières de l'humour. Il a ouvert la porte à une façon de voir la France. Merci beaucoup, Farid, c'est très touchant. Quand on entend ça, est-ce que ça ne met pas la pression? Parce que j'imagine que préparer un nouveau spectacle, un film, quand on est arrivé à, comme le dit Farid, un niveau que personne n'atteindra dans l'humour, la pression doit être énorme. En fait. Je suis content de l'entendre dire, mais j'arriverai jamais à trouver normal d'être là où je suis et je pense que j'aurai toujours très envie de faire ce que je fais. Mais c'est drôle de dire que j'arriverai pas à trouver normal alors qu'aujourd'hui, Jamel Debbouze, c'est un nom, c'est une institution. Sérieux? Ben, je crois. Mais ça fait plaisir. C'est cool, mais moi. Il paraît qu'il y a une place Jamel Debbouze qui est en moi, train quand de je me se réveille le matin, je me dis pas, ah, l'institution vient de se réveiller. Non, tu vois, jamais. Non. Franchement, c'est au travers du regard des autres qu'on se rend compte qu'il se passe des choses, mais c'est sans fausse modestie que je te dis ça. Je te jure, on est les plus mal placés pour parler de nous-mêmes et pour faire un bilan de nous, de notre carrière. Vraiment, c'est un des humoristes les plus singuliers qu'on ait dans notre beau pays, la France. Ça s'appelle Joue son spectacle. C'est sur la scène de l'Européen, le 23 mars 2020. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait vous présenter si on ne vous connaît pas? Un humoriste, je dirais, surréaliste. Parce que la proposition que je fais, c'est très imagé. Il y a beaucoup d'animaux qui parlent, de choses comme ça. C'est beaucoup de dialogue. Et c'est inspiré beaucoup de la comédie britannique, en fait, dont Eddie Izzard, qui est un humoriste que j'adore. Voilà, je dirais que c'est beaucoup présent dans l'imaginaire. Juliette, vous voulez voir un extrait de Yacine? Ah ben oui, évidemment. Yacine Bellous. Et je pense sincèrement que l'humour, c'est quelque chose d'humain universel. Et j'ai même une preuve pour ça, c'est que nous sommes la seule espèce à raconter des blagues. Les chats ne racontent pas de blagues. Je n'ai jamais vu un chat faire et un autre faire coussinet, coussinet, d'accord? Les chats ne font pas ça. Voilà. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous avez le trajet d'humoriste le plus particulier en France. C'est-à-dire que Yacine Bellous grandissait à Aubervilliers, né en 81. Vous arrivez ensuite à pratiquer le stand-up dans la troupe du Jamel Comedy Club. C'est ça. C'est Jamel qui vous remarque, la même génération que Blanche Gardin, que Tom N'Gijol, que Fabrice Eboué. 2006, vous êtes l'un des premiers vraiment dans cette génération-là. C'était de l'humour totalement absurde qui collait pas. Avec un peu différent. Avec l'humour d'observation de banlieue ou avec de cette époque-là, de ce stade-là de la comédie en France, du stand-up, parce que le stand-up c'est assez récent en France, donc ça évolue. Et à cette époque-là, on était aux prémices. Et aujourd'hui, on est vraiment à un stade très avancé. Il y a beaucoup d'humoristes très différents. Vous les recevez souvent, d'ailleurs, ici, et c'est mortel. Dans combien de pays vous allez? 18 en tout. J'ai fait 18 pays, en français et en anglais. Et récemment, les plus agréables, ça a été d'aller jouer en Russie, en Afrique du Sud, pour voir si le principe qui était énoncé par Eddie Izzard, l'idée de se dire on est tous les mêmes personnes, on a tous le même cerveau, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se faire rire les uns les autres. Si on enlève les références, eh ben, ça a fonctionné. Partout où j'ai été, la blague du chat qu'on a vue là, je l'ai fait dans les 18 pays, elle a marché. Elle a fait rire des Sud-Africains, des Japonais, des Finlandais, des Estoniens et des gens d'Aubervilliers et de Paris. Et tout ça, c'est un truc qui me réconforte énormément sur l'espèce humaine. Et c'est ce que je raconte un peu dans le spectacle que je fais, quoi. C'est un truc un peu humaniste. Avoir fait émerger Blanche Gardin, Tom N'Gijol, Fabrice Eboué, Yacine Bellous et toute la nouvelle génération qui arrive, c'est peut-être l'acte le plus politique de Jamel. Je suis marié à la street, je suis marié à la street. Salam ou bien salut, on s'est quitté sur ces mots. Il faut plus d'1 million d'euros pour soigner mes mots. Salam ou bien salut, on s'est quitté sur ces mots. Il faut plus d'1 million d'euros pour soigner mes mots. Bébé, je suis toujours bloqué en bas, compte heureux, fuge tête à tête dans le bas. Gucci Fen, dit ça peut être haut en bas. Genre le bank tire dans le tas, toujours pas sorti de la demeure. J'en 09, toujours pas la vue sur la mer. Je veux compter violé par milliers, je veux que du neuf.